Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de goats. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous ne comprenez pas tant l'injection de dépendance en Laravel. Je vais vous expliquer tout cela dans le moindre petit détail. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est quoi une dépendance? Eh bien, c'est juste, tout simplement, c'est tout bête. C'est ce dont on a besoin pour fonctionner. Tout simplement. C'est quoi une dépendance dans le terme injection de dépendance? Quand on prend le terme dépendance, c'est juste ce dont on a besoin pour fonctionner, rien de plus. Maintenant, on va prendre des cas pratiques. Prenons le cas d'un menuisier, par exemple. Le menuisier dépend de sa scie, comme vous pouvez le voir, de son crayon, de son mètre ruban pour faire son travail. Donc, le menuisier dépend de tous ces outils-là. Sa scie, son crayon, son mètre ruban, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez voir ici. Pour faire son travail, le menuisier, il dépend de tout cela. On va prendre le cas d'un développeur, par exemple. Le développeur, il dépend de son ordinateur pour créer une application. Ce développeur-là, il doit avoir l'ordinateur. Et puis ensuite, il doit pouvoir savoir le manipuler et tout pour pouvoir créer son application. Alors, quand on va prendre le cas d'une application Laravel en pratique, on peut se dire qu'on a une application qui a besoin de pouvoir générer des fichiers PDF. Alors, en lieu de place que nous-mêmes, on se fatigue à écrire toute la logique vraiment pour créer un fichier PDF, on peut tout simplement se baser sur un package déjà existant qui permet de simplement générer des PDF. Donc là, on va dire que notre application Laravel, pour pouvoir fonctionner, dépend du package PDF MPDF. Voyons cela en pratique. Donc là, je suis au niveau de mon éditeur de texte Visual Studio Code et on va pourquoi pas créer un nouveau projet en faisant Laravel New et je vais faire Dependency. Comme ceci. Laravel New Dependency. No starter kit. On ne veut pas de PHP unit ou bon, ou que ce soit PHP unit ou peste, on s'en fout un peu là. On va faire non et puis on va attendre que tout ceci finisse et de s'installer et puis on va pouvoir continuer la suite. Alors c'est parfait, tout a été correctement installé. Quand je viens dans Dependency et que je viens dans Composer.json, vous pouvez voir que j'ai des dépendances. Par exemple, on a Laravel Framework qui est une dépendance du projet. C'est-à-dire, Laravel Framework, c'est même le cœur même de Laravel, genre là où on a le vrai fonctionnement de tout. On a Laravel Tinker, qui est tout simplement une console interactive avec laquelle on peut communiquer avec notre application en PHP. Pourquoi pas, je vais vous le montrer. Donc, si je viens dans ces dependencies, je peux faire PHP Artisan Tinker. Et là, je peux écrire du code PHP et je peux mettre ici Hello World from PHP Laravel. Vous allez voir que ça va fonctionner, ça marche. Je peux même faire 1 plus 1, ça va me dire que ça fait 2. Donc clairement, j'arrive à communiquer en PHP avec mon projet. Je peux faire clear. Donc là, j'ai des dépendances. L'idée maintenant, c'est que nous, on puisse vraiment installer une nouvelle dépendance et puis l'utiliser. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Nous, on a dit qu'on voulait le package MPDF, MPDF. Et MPDF, voici MPDF. Excellent. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour l'installer? On nous dit de faire Composer require MPDF, MPDF. Je peux venir là. Hop. Et comme vous pouvez le voir, MPDF est en train d'être installé. On va patienter un petit peu. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire pour l'utiliser? Donc déjà, on va l'importer. Pour ce faire, je vais venir dans Root Web et on va faire Use pour l'importer. MPDF, MPDF, comme ceci. On l'importe. Ensuite, on nous dit qu'on peut créer une instance de MPDF comme ça. Donc, on crée une instance et puis hop, on met ce qu'il y a à faire dedans. Là, je peux venir ici et au lieu de faire ceci, je vais faire ça. Comme ça. Je peux faire New PDF. Je crée une nouvelle instance
je peux écrire à l'intérieur et puis on me dit que je peux faire un PDF output. Je pense que si je fais return comme ça, il va me retourner mon PDF. On va le tester tout de suite. Je vais faire ça. Je vais faire PDF, PHP Artisan Self. Et je vais faire CD Dependency et je vais faire npm install, puis npm run dev, puis npm run dev. Donc tout est bon. Je vais venir ici, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Clic. Ah, vous voyez, mon PDF est là. Et c'est bel et bien ce que j'ai mis à l'intérieur là. Donc, hello world, comme ceci. Donc, clairement, on a pu instancier la classe MPDF et puis on a pu l'utiliser pour nous générer un PDF. Donc, là, c'est déjà pas mal. Donc, on vient de le voir. On peut prendre une dépendance qui est un package externe à notre application, l'utiliser dans notre projet. Donc, clairement, pour que notre application fonctionne, on dépend de MPDF. Excellent. De la même manière, une classe ou une méthode A peut dépendre d'une classe B. C'est-à-dire que pour qu'une classe ou bien une méthode dans une classe puisse fonctionner, elle a besoin d'une autre classe également qui fait une certaine action pour qu'elle puisse fonctionner tout simplement. On va illustrer cela par des exemples assez concrets. Supposons que nous, on souhaiterait avoir une classe. Donc, on va se mettre tout simplement dans la peau de ce développeur. Et nous, on va essayer d'avoir une classe qu'on va appeler pourquoi pas laptop. Et cette classe laptop, on va pouvoir l'utiliser dans notre application pour faire certaines choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Supposons que je vais faire route get. Et on va dire que lorsqu'on va chercher la route laptop, on voudrait pouvoir afficher les informations de notre laptop. Ouais, ok, on aimerait afficher les informations de notre laptop. Donc, pourquoi pas on va faire return view. On va peut-être créer un fichier laptop.blades.php. Ok. Ensuite, on va venir dans Resources, on va revenir dans Views, on va créer un fichier laptop.blades.php. Et pour l'instant, ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est H1, comme ça. Et je vais dire, voici mon laptop. Ok. Donc, je fais juste ça. Et pour l'instant, ce que ça va faire, c'est que quand je vais faire une requête vers /laptop, il va me retourner la vue laptop. En fait, je n'ai même pas besoin de faire .blade.php, non, passons, désolé. Je peux directement venir ici, faire 127 comme ça, et puis mettre laptop. Et ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher, voici mon laptop. L'idée, c'est que nous, on va créer une classe qu'on va appeler laptop, et on va instancier un laptop pour pouvoir l'afficher dans notre vue. Ici. Pour ce faire, ce que moi je vais juste faire, c'est je vais venir dans Dependencies ici. Supposons que je vais créer un dossier que je vais tout simplement nommer Computers, mes ordinateurs. Je vais pourquoi pas venir créer un fichier laptop.php. Je vais créer un fichier PHP comme ça. Donc le namespace c'est app computers comme ça. Et j'ai ma classe laptop. Donc j'ai ma classe laptop. Pourquoi pas je peux lui donner un nom public $name et on va pourquoi pas avoir une fonction constructeur, donc public
public function construct, comme ça. Puis, je peux dire que lorsque je veux construire mon laptop, j'ai besoin tout simplement d'une variable name. Et là, je peux tranquillement dire que ici, this name égale $name. Comme ça. Parfait. Donc, je peux venir là. Et vu que moi, je veux utiliser un laptop pour l'afficher, je peux tout simplement venir ici et dire j'ai un laptop. Mon laptop, je vais l'instancier en faisant new laptop. Comme ça. Oups, new laptop. Je vais aller importer ma classe laptop ici. Et puis mon laptop, je vais lui donner un nom, tout simplement, premier laptop. Oups, premier laptop. Comme ça. Je peux retourner mon laptop dans ma vue en faisant tout simplement laptop, flèche, laptop. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je dis à Laravel, je veux pouvoir accéder dans ma vue laptop.blade.php à ma variable laptop via le nom laptop. Autrement dit, je peux faire comme ceci, laptop qui représente ça. Et j'ai accès à l'information de laptop ici qui constitue mon objet. Comme mon objet a name, normalement, voici mon laptop, ça devrait m'afficher premier laptop, théoriquement. Internal server, app computer, laptop, no phone. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Oh oui, autant pour moi. Désolé. Donc, computers doit être dans app comme ceci. Je l'ai mis en dehors, donc je vais faire move. Et c'est bien dans app computers laptop. App computers laptop. Ok. Parfait. Je vais relancer. Et comme vous pouvez le voir, voici mon laptop. Premier laptop. Excellent. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je peux faire ceci. Ça va marcher. Donc là, j'ai mon laptop. Je lui passe une variable. Alors, comme vous pouvez le voir là, j'ai pu instancier mon laptop comme ceci. Donc, je l'ai instancié et puis j'ai pu l'utiliser. Si j'ai envie de donner à mon laptop des spécifications, donc peut-être je peux faire tout simplement ici, public function get specification. Ok, on va créer des méthodes et on va faire pourquoi pas return. On va dire que la mémoire RAM, non, on va juste faire comme ça, la mémoire RAM c'est 8 Go bits. On va dire que le stockage, donc le storage, on va mettre ça en minuscule, donc le storage c'est tout simplement 256 gigabits SSD. On va pourquoi pas dire que le CPU, donc c'est un Intel Core i5 par exemple. Donc là j'ai mes spécifications et peut-être on va avoir une méthode public function start pour dire quand est-ce que notre laptop est en train d'être allumé. Donc tout simplement on va juste faire return laptop starting et puis down start et puis stop laptop stopping stop laptop is stopping. Je pense stopping c'est avec deux pierres. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a trois méthodes. Une méthode pour avoir la spécification, une autre pour dire que le laptop est en train de starter, une autre pour dire que le laptop est en train d'être arrêté. Du coup, là, ce que je peux faire, c'est je peux toujours venir ici
faire une boucle pour afficher mes spécifications dans mon fichier Blade et puis faire dire qu'il est en train de commencer, il est en train d'être éteint mon laptop. Pourquoi pas, je peux dire ici, je peux afficher ça dans la laptop et je vais faire start comme ceci, laptop starting comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais afficher les spécifications. On va pourquoi pas juste mettre ici P. Oups, comme ceci. Voici les spécifications de mon laptop. Et on va juste faire on va avoir un UL. On va faire for each dans la laptop get specifications as specification donc comme c'est un tableau associatif, on va avoir la spécification et puis la value. Et là, on va faire un end for each. On aura notre LI. On va d'abord dire la spécification en soi, qui sera, en l'occurrence, par exemple, d'abord la RAM et la valeur, ensuite 8 Go, ainsi de suite. Donc, on a la spécification, puis on aura la value, comme ça. Est-ce que ça va marcher? For each laptop gets P. Ok. Donc, ce n'est pas specification, c'est specification. Ok. Specification. Oh, ce n'est pas specification. On va y arriver là. Ok, et voilà, tout est bon. Ça affiche. Et puis ensuite, je peux juste dire laptop stopping. Stop. Et puis, il va nous stopper le laptop. Parfait. Donc là, tranquillement, comme vous pouvez le voir, notre application maintenant a besoin d'un laptop pour pouvoir fonctionner. Donc, on a pu instancier un laptop et l'utiliser tranquillement dans notre application. OK. Maintenant, on a vu qu'une classe ou bien une méthode A peut dépendre d'une classe B. Clairement, ici, on a illustré le fait qu'une fonction peut dépendre d'une classe pour pouvoir fonctionner. Je peux, de la même manière que j'ai fait ceci, en lieu place de mettre cette logique-là comme ça, j'aurais pu créer un contrôleur. J'aurais pu créer un contrôleur, donc PHP artisan make. On va illustrer pour la classe make controller. On va l'appeler pourquoi pas computer controller. Comme ça. Oups, donc ça c'est des dependencies. Et c'est dans mon contrôleur maintenant que je vais avoir cette logique. Donc, on va juste dupliquer ceci. Coller. Laptop contrôleur comme ça. Et au lieu place d'avoir une fonction, on va plutôt appeler. On va plutôt appeler comme ceci. La classe computer controller. Classe, comme ça. Import class. Donc, si vous faites ça et que vous ne précisez pas de méthode, eh bien, il va falloir que vous ayez la méthode magique invoke public function invoke pour dire que dès qu'on invoque le contrôleur, qui puisse faire ce qu'il y a à faire. Donc là, on ne précise pas nécessairement la fonction qu'on veut utiliser. Là, je vais pourquoi pas vous le prouver en faisant ça comme ceci. Import class. OK. Du coup,
si je fais laptop controller, function does not exist. Yes, ok. Je dois m'accrocher, désolé. Ok, voilà. Donc là, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne toujours. Donc si on vient dans laptop controller, je n'ai pas besoin de préciser une méthode en particulier. Je peux juste faire compute controller comme ça. Et puis dans computer controller, grâce à la méthode invoke, ça va me faire la même chose. Donc j'ai la classe, j'ai cette classe et une méthode dans la classe qui s'appelle invoke. J'ai pu mettre ceci comme ça. Très bien. Maintenant, on va faire un autre exemple. OK? Supposons que j'ai, en le place de laptop, on va copier tout ça. On va créer une classe desktop.php. Je vais coller tout ceci au lieu de laptop. Je vais mettre desktop. D'accord? Et au lieu de place de laptop, je vais juste mettre desktop. Mais ici, je ne vais pas avoir de constructeur ni de... Je ne vais rien nommer comme ça. Donc, on va juste créer des instances de desktop. Donc, quand je viens dans ma classe computer controller, je peux dire que j'ai public function. Lorsqu'on va instancier mon computer controller avec public function construct, donc c'est le constructeur, je veux pouvoir ici avoir un desktop comme ça égale new desktop comme ceci. Donc là je vais importer desktop et je vais pouvoir faire dd $desktop comme ceci. Donc autrement dit, je veux qu'il puisse m'afficher qu'est-ce qu'il y a dans le desktop. Est-ce que ça va bien fonctionner? Donc là, je vais venir là. Je vais relancer. Donc, il me dit que j'ai une instance de la classe desktop. OK. Est-ce que je peux comme avoir une propriété public $desktop? Et je vais faire 10 desktop égale à desktop. Et ensuite, lorsqu'on est dans invoke ici, est-ce que je peux faire dd $10 desktop et appeler get specification dessus. Ou simplement je vais faire start. Là on pourra mieux voir que c'est bel et bien un desktop qu'on a starté. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est lorsqu'on va faire une requête vers laptop controller, il va venir dans web, appeler computer controller. Et quand il va appeler computer controller, il va d'abord passer par le constructeur, instancier desktop et ensuite appeler la méthode invoke qui va nous afficher desktop start. En l'occurrence, desktop starting. On va voir. OK. Oh yeah. My bad. Ici, j'ai mis le dollar là alors qu'il ne fallait pas. Yeah. Vous voyez ici, desktop starting. Donc, clairement, notre classe a pu instancier desktop avant de passer par le invoke et puis afficher l'information dont on a besoin ici. Ce qui est cool, c'est que c'est là que vient vraiment l'injection de dépendance. Donc, on va venir maintenant parler d'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est lorsqu'une autre entité se charge d'instancier complètement la classe dont une fonction dépend afin de fournir directement l'instance au complet directement à la fonction. Je vais vous réexpliquer ça. L'injection de dépendance, c'est lorsqu'une autre entité qu'on va découvrir se charge d'instancier complètement la classe qu'une certaine fonction a besoin afin de fournir directement l'instance au complet.
Je vais réexpliquer. Regardez bien. Est-ce que vous voyez que depuis tout ce qu'on a fait depuis web ici, on a dû nous-mêmes, dans notre fonction, instancier notre dépendance pour l'utiliser. On a eu à faire ce new pour l'utiliser. Donc, là, /laptop, on a été obligé de instancier nous-mêmes notre laptop, dire le nom de notre laptop pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, on est venu dans Computer Controller, on a été obligé d'instancier nous-mêmes notre desktop pour pouvoir l'utiliser, ainsi que nous-mêmes instancier notre laptop pour pouvoir l'utiliser. C'est nous-mêmes qui instancions manuellement nos classes pour pouvoir les utiliser. Maintenant, quand on va parler d'injection de dépendance, c'est lorsque ce n'est plus nous qui nous chargeons d'instancier nos classes. C'est une entité externe qui fait cela pour nous. Regardons cela en pratique. En lieu de place de faire ça, je vais juste retirer et je vais mettre ici desktop. Voilà, desktop. Donc, c'est comme si je prenais en paramètre directement mon desktop et puis là, je peux l'assigner à desktop et puis l'utiliser ici. Pourquoi pas au lieu de start, on va faire stop pour que vous voyez que ceci fonctionne toujours. Donc, regardez bien. Tout ce que j'ai fait, c'est dire mon constructeur a besoin de desktop. C'est tout. Ceci va constituer l'instance qui sera passée ici. Là, je vais venir et hop, vous voyez que ceci fonctionne toujours. Je n'ai pas eu besoin de faire de desktop new, comme vous pouvez le voir. Je n'ai plus besoin de faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'est dire que mon constructeur a besoin de la classe desktop et donc une instance de la classe desktop, comme ça. Et puis ça va marcher, tout pareil, sans problème. Ça, c'est l'injection des dépendances. Il y a eu une entité quelque part d'autre qui s'est chargée de nous injecter la dépendance directement. Alors, quelle est l'entité en charge de l'instanciation dans une injection de dépendance en Laravel? C'est Laravel Service Container. Comment est-ce que je le sais? Eh bien, je suis venu dans la documentation de Laravel. Puis, on va aller dans Laravel. Ici, on va voir Dependency Injection. Dependency Injection. Dependency. C'est ça. Digging deeper. Basics. C'est où même l'injection de dépendance là déjà? Injection. Service, non. Dependency. Yeah, c'est ça ici. C'est bon. Service container, yeah. En fait, c'est ça que je devais charger. Service container. Voilà, service container. Donc, là, on a notre service container. Ici, il nous dit que the Laravel Service Container is a powerful tool for managing class dependency and performing dependency injection. En l'occurrence, Laravel Service Container, c'est ce qui se charge de faire tout ce qui a trait avec l'injection de dépendance. C'est lui qui permet de dire, OK, quand on a quelque part un constructeur et ou bien une fonction, comme par exemple dans notre cas ici, on avait une fonction, un constructeur, et on lui a dit, écoute, dès que tu as besoin de desktop, tu peux l'utiliser. Croyez-moi, ce n'est pas à cause de construct. Je peux venir dans une fonction anonyme toute simple comme ça. Je peux faire desktop dans la desktop. Et pourquoi pas, import class. Je vais, quand on fait /laptop là, je vais faire directement dans la desktop et puis faire pourquoi pas plutôt start ou bien même get specification. Donc là, si je viens, vous allez voir que est-ce que j'ai bien desktop? Oui. Vous allez voir que quand je vais venir là et puis faire /laptop, vous voyez que ça fonctionne toujours.
Donc, c'est parfait. Donc, c'est Laravel Service Container qui se charge de faire cette injection de dépendance. Maintenant, concrètement, en pratique, où se trouve ce Service Container? Pour pouvoir vous le montrer, donc c'est ici. Donc là, on nous dit ici que presque tout de votre service container sera enregistré au niveau des services providers. Donc, on va revoir cette notion de service provider tout de suite, mais on nous dit ici que à l'intérieur d'un service provider, vous aurez toujours accès au conteneur via this app. Donc, notre conteneur, notre service conteneur, c'est this app et on y a accès dans un service provider. Où se trouvent les services providers en Laravel? Vous venez dans App, vous venez dans Provider et on a App Service Provider. App Service Provider. Donc, les App Service Provider. Sur les services provider, c'est un service provider, vous en avez plusieurs d'autres. Mais on nous dit ici que dans un service provider, on a accès à 10 apps comme ça. OK. Qu'est-ce qui se passe si je viens et puis je fais juste le DD là? On va d'abord retirer ce DD ici pour s'assurer que c'est le bon qu'on affiche. Et ici, vous voyez qu'on a Illuminate Foundation Application. Et ce qu'il y a ici, Resolved, Binding, ces genres de choses, tout ça, ça a trait avec l'injection de dépendance en Laravel. On va pouvoir explorer ces choses-là très bientôt, tout à l'heure. Très bien, donc là, on sait que c'est ceci, ce 10. Hop, voilà, ce 10 app qui se charge tout simplement de gérer l'injection de dépendance en Laravel. C'est lui qui le fait de façon automatique. Il va résoudre tout ça de façon automatique pour vous. OK. Bon. Maintenant, est-ce que je peux faire la même chose? Parce que là, clairement, desktop, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de constructeur, donc je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour instancier desktop. C'est très facile d'instancier desktop. Par contre, qu'en est-il de laptop qui a besoin de name pour pouvoir être instancié? Est-ce que je peux venir ici et en lieu place de faire comme ceci, je vais juste faire laptop, $laptop, laptop. OK. À votre avis, est-ce que ceci va marcher? Est-ce que Laravel saura le nom qu'il faut donner à notre laptop comme par magie et puis nous le montrer ici? Honnêtement, je ne pense pas. Mais on va le vérifier tout à l'heure. Et si je fais ça, hop, unresolvable dependency resolving, et on nous dit qu'on a besoin de $name. Donc, on ne sait pas comment instancier laptop. Donc, le service container ne sait pas comment créer un objet de type laptop. Et bien tout simplement parce qu'il ne sait pas quel name donner. Pour ce faire, vous devez venir dans le service provider. Déjà, on va dire c'est quoi un service provider pour éclaircir. Alors, si on vient dans Laravel, qu'est-ce qu'on nous dit? Les services providers sont une place centrale d'une application Laravel pour tout ce qui est du bootstrapping. Donc, votre propre application Laravel ainsi que tout ce qui a trait au corps des services de Laravel sont bootstrappés via les providers. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par bootstrapper? En général, on veut dire enregistrer des choses en incluant tout ce qui a trait avec le service container. Tout ce qui a trait avec les enregistrements du service container, l'écoute des événements, les middleware, ainsi de suite. Donc, en gros, les services providers, on les utilise pour configurer des choses, pour enregistrer des choses au bootstrapping de notre application Laravel. Donc, c'est pour tout ce qui a trait avec de la configuration. On va utiliser les services providers pour tout ce qui a trait avec de la configuration au bootstrapping de l'application.
Très bien. Pour pouvoir, donc maintenant que le service provider sont expliqués, pour pouvoir utiliser le service container, autant pour moi correctement, pour instancier notre laptop, on va venir ici, on va faire $10 app, on a accès à notre service container et on va lui dire que on utilise la méthode binds. On va lui dire que lorsqu'on a besoin de laptop, voici ce que tu vas donner comme laptop. New laptop. Et puis tu vas lui donner un nom. Par exemple, Toto. Bien, premier laptop. Si je fais ça, vous allez voir que tout va continuer à fonctionner. Donc, là, j'ai dit service container. Lorsqu'on aura besoin quelque part de la classe laptop, voici l'instance laptop que tu vas retourner. Service container. Lorsqu'on a besoin de la classe laptop, voici l'instance que tu vas retourner avec comme nom premier laptop. Je vais venir ici et on va tenter de voir maintenant est-ce que ça va marcher. Et hop, ça marche. Premier laptop ici. Je vais mettre prochain laptop pour voir est-ce que c'est bel et bien ici que les choses fonctionnent là. Donc je mets prochain laptop et hop, prochain laptop. Clairement, c'est ici, c'est lui qui se charge de dire lorsqu'on a besoin d'un laptop, il faut donner comme instance laptop avec le nom qu'on fournit. C'est là l'explication qu'on avait ici. Donc, on dit que une autre entité qui se charge d'instancier complètement une autre entité, c'est le service container, qui se charge d'instancier complètement la classe dont une fonction dépend. Donc, c'est quoi la fonction qui dépend ici? C'est cette fonction-là qui dépend de la classe. Afin de fournir directement l'instance au complet directement à la fonction. Afin de fournir directement l'instance au complet à la fonction pour pouvoir l'utiliser. J'espère que maintenant cette définition est claire pour vous. Excellent. Maintenant, on a vu l'injection automatique de dépendance. C'est juste ça avec, comment dirais-je, au niveau de computer controller. Ça, c'est une injection automatique de dépendance. On n'a eu rien à faire puisque desktop, c'est quand même assez simple à instancier. On a juste utilisé desktop et puis c'est parfait. Ensuite, on va voir les différents types d'instances. Donc là, déjà, on sait c'est quoi l'injection de dépendance, n'est-ce pas? On a vu c'est quoi l'injection de dépendance. C'est tout simplement le fait de pouvoir donner la main à une autre entité, de nous instancier complètement notre classe avec tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Mais, quels sont les différents types d'instances que l'on a? Est-ce qu'il y en a juste un, deux, ou bien on peut avoir des instances avec différents types de caractéristiques? Alors, comme différents types d'instances, on a les instances de type transient, des instances de type scoped, des instances de type singleton. Transient, scoped, singleton. C'est quoi la différence entre ces trois? On va le voir tout à l'heure. Donc, quand on dit qu'on a une instance transiente, c'est que à chaque fois qu'on a besoin, à chaque fois qu'on demande, à chaque fois qu'on fait la requête au service container de Laravel de nous donner de nous générer une nouvelle instance, ben c'est vraiment une nouvelle instance qui est générée à chaque fois. À chaque fois qu'on fait la demande, on nous donne une nouvelle instance. Pour l'illustrer, je vais pourquoi pas venir ici et on va dire transient. Donc là, c'est transient. Très bien. On est en train de voir transient. Du coup,
ça c'est notre service container. Donc, service container, SC. Nous, on fait une demande. On dit, service container, on a besoin d'une instance de desktop. Par exemple. Desktop, quand on fait une première requête, lui, il va nous retourner un new desktop. Un new desktop. Parfait. Si on fait une deuxième requête desktop au service container, le service container va nous retourner encore un new desktop. Et ce new desktop sera différent. Ce new desktop là, il sera différent de celui-ci. Donc, les deux là seront vraiment différents. À chaque fois qu'on fera la requête de new desktop, c'est une nouvelle instance qui sera générée. Ça, c'est le transient. Voyons cela en pratique. Ok, donc là, je reviens dans le code et puis on va le démontrer. Supposons que je vais faire route, on va faire get et puis on va faire transient. On va appeler notre contrôleur computer controller classe et on va appeler une méthode transient comme ceci. Ok, je vais venir dans computer controller, je vais enlever ceci et je vais faire public function transient et je vais déjà faire juste dd hello pour voir est-ce qu'on arrive bel et bien dans cette méthode de computer. Donc on a dit qu'on va faire une requête vers slash transient, on va appeler la méthode transient de computer controller. Du coup, transient, ok, hop, voilà, on est bel et bien dans hello. Excellent. Du coup, on est ici. Alors, pour démontrer cette histoire d'injection de dépendance de type transient, ce que je vais faire déjà, c'est je vais dire ici, j'ai besoin d'un desktop. Dans desktop. Et puis, je vais dire que ce desktop, pourquoi pas, on va avoir une propriété name et je vais dire desktop. Autrement dit, je dois venir dans ma classe desktop. Je vais maintenant avoir une propriété name et le name, je vais dire, comme on l'a vu tout à l'heure, desktop. Maintenant, je peux aussi venir et avoir dans la desktop 1, desktop 1, je vais avoir une nouvelle instance de desktop. Et pour ce faire, je peux utiliser la méthode resolve comme ceci de desktop classe qui me permet également de pouvoir demander au service container de me donner une nouvelle instance de desktop. Et pourquoi pas, je vais juste faire dd $desktop et je vais faire ensuite $desktop 1. Il y aura un qui aura un nom. Donc là, au lieu de desktop, je vais juste mettre desktop. Donc lui, il sera appelé desktop. Et puis desktop 1, lui, n'aura juste pas de nom. On va voir est-ce que c'est bien ça. Parce que là, c'est de nouvelles instances. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un qui a desktop et il y a l'autre qui n'a pas de nom. Donc il y a un qui a un nom et puis un autre qui n'a pas de nom. Donc clairement, les deux instances sont différentes. Vous pouvez utiliser resolve
Vous pouvez utiliser également la méthode app. Donc, c'est la même chose. Donc, tant que vous n'êtes pas dans un service provider où vous êtes obligé de passer par 10 apps et ensuite ainsi de suite, quand vous êtes à l'extérieur d'un service provider, vous pouvez juste faire soit Resolve, soit app. Les deux marchent bien. Donc, si je viens et puis je fais ça, vous voyez que ça continue de fonctionner. Là, c'est les transients. Même si je viens, je fais encore un nouveau desktop 2 comme ça. À chaque fois qu'on va demander au service container de nous générer une instance, de nous générer un nouveau desktop, lui, il va toujours aller créer une nouvelle instance à chaque fois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ça, c'est le transient. Le transient. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de Scoped? Le Scoped, c'est quoi? C'est qu'une seule et même instance est utilisée tout au long d'une requête donnée. Pour une nouvelle requête, une nouvelle instance est créée. OK? Donc, pour une nouvelle requête, c'est une nouvelle instance qui est créée. C'est-à-dire, quand on va faire une même requête, là, par exemple, quand je vais faire la requête, au lieu de transient, on va utiliser plutôt scoped. Donc, je vais venir ici. Je vais faire, pourquoi pas, route get transient. On va, pourquoi pas, faire route scoped, comme ça. Et puis, ça scoped. Et que je vais... là, j'ai scoped. Donc là, si on a plutôt un scoped, c'est que notre service container, là, on a une même requête. Donc, dans une même requête, ça, c'est le cycle de vie d'une même requête. Si dans le cycle de vie de cette requête, on a eu à demander une première fois une instance de par exemple, on va avoir, disons, une classe scoped desktop. Si on fait une instance de scoped desktop, ok, ça va nous renvoyer un new. Donc la première fois, ça va nous envoyer un new scoped desktop. Ok, désolé, j'écris très mal. Si on revient, on relance encore durant la même requête, on redemande encore une autre instance de scoped desktop. Ce qui va se passer, c'est que lui, le service container, va nous renvoyer la même instance qu'avant, parce qu'on est dans la même requête. Il va nous renvoyer la même instance qu'avant parce qu'on est dans la même requête. Mais si c'est une nouvelle requête que l'on fait, donc si c'est une nouvelle requête, là, ce ne sera plus la même chose. Donc, quand ce sera une nouvelle requête, là, quand on fera une nouvelle requête, et bien, ce qui va se passer, c'est que le service container va renvoyer un new scoped desktop. Donc, un new scoped desktop. Voilà. On va le démontrer tout de suite. Comme on l'a dit, on va juste copier tout ça et on va venir dans Computers. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler scoped desktop.php. Ok. Je vais coller ceci. Je vais l'appeler scoped desktop. Et pour pouvoir dire au service container de nous créer un scoped desktop, et bien ce n'est plus avec bind. En fait, vous allez utiliser this app et vous allez utiliser scoped comme ça. Et scoped, vous allez d'abord vous donner le nom tout simplement, donc desktop, scope desktop. Nous on veut un scope desktop class. Tu vas juste nous renvoyer une instance toute simple de scope desktop. Scoped
desktop. Et comme ceci. Tout ceci se trouve dans la documentation de Laravel. Donc, si je viens dans la documentation ici, et que je descends, voilà ici par exemple. Ici, on nous dit que the scoped method binds a class or interface into the container that should only be resolved one time within a given Laravel request. Donc, clairement, c'est ça qu'on vient de dire là. Donc, on va utiliser scoped et on va pouvoir générer tout simplement l'objet qu'il nous faut. Donc, comme ceci. Et pour pouvoir le démontrer, là, on va faire ici, on va venir au niveau de web. On va dire, quand c'est /scoped, on va appeler computer controller, appeler une méthode scoped, public function scoped. On va injecter scoped desktop dans la scoped desktop. Et puis, ce qu'on va faire, c'est déjà le scoped desktop. Le scoped desktop, on va lui donner un nom et on va dire scoped desktop. Voilà, ça c'est le nom. Maintenant, je vais dire, ok, je veux je vais tenter de prendre une autre instance. Donc, je vais faire instance 1 et on avait dit qu'on pouvait utiliser Resolve ou bien App. Donc, moi, je vais pourquoi pas utiliser App. Et puis, on va faire Scope Desktop class. Je vais prendre une autre instance, instance 2. Et je vais faire encore ceci. Et je vais ensuite faire dd mon scope de desktop, comme ça, mon instance 1 et mon instance 2. Comme je vous l'ai dit, on est dans la même requête. Autrement dit, du moment où on utilise un scope desktop, scopé, cette instance qui a pu prendre le nom sera la même instance qu'ici, et on aura tout simplement la même instance en fait ici. Regardons cela en pratique. Donc, on a dit scoped. OK. On a dit, on va faire scoped. Scoped. Et hop. Autant pour moi. C'est scope desktop là. Et voilà. Donc, c'était mon erreur. Donc là, c'est this app scoped. Et puis, c'est scope desktop. New scope desktop. Mais comme vous pouvez le voir, c'est la même instance qui a toujours été renvoyée. Donc, quand je viens ici dans Computer Controller, on a la même instance de scope desktop. On a modifié ici une fois. Et puis, toutes les autres instances qu'on a pu résolver. Donc, je vous ai dit, soit vous utilisez app, soit vous utilisez Resolve. Là, pourquoi pas, je vais utiliser Resolve une fois et puis app une deuxième fois. Vous allez voir que j'aurai toujours le même résultat. Et pourquoi pas, je vais appeler maintenant scope desktop. Là, ça va vous permettre de voir que comme c'est une nouvelle requête et qu'on a modifié aussi le name, là, genre les choses ont changé aussi. Et là, je viens et puis hop, vous voyez maintenant scope desktop 1 avec app ou bien avec Resolve, on a le même résultat. Excellent. Donc là, je vous ai démontré le scoped, l'injection de dépendance de type scoped. Il y a maintenant un troisième type d'instance qui est le singleton instance. Le singleton instance, c'est quoi? C'est une seule et même instance qui est utilisée tout au long de l'application. Et donc, pour toutes les requêtes qui sont émises durant tout le cycle de vie de l'application. Et ce sera la même instance. Donc, on va discuter comment on fait vraiment pour créer un singleton instance. Allons-y. On va encore revenir ici. On va pas faire root get singleton. Computer singleton. On va avoir computer controller. Pourquoi pas public
function singleton. Et on va voir ce qu'on va en faire tout de suite. Très bien. Donc, pourquoi pas, on va venir dans App Service Provider et on va dire que nous, on veut binder this app singleton. Et on va, pourquoi pas, avoir un singleton desktop, un singleton desktop qu'on va déclarer, qu'on va créer tout à l'heure. Et puis, pour l'instancier, ce sera juste new singleton desktop. Alors, pour l'instant, on n'a pas notre singleton desktop. Je vais venir ici, computer, et puis faire singleton desktop.php. Je vais juste copier-coller une nouvelle fois ici, comme ça. Et puis, je vais faire singleton desktop. Par contre, ce que je vais faire, c'est, je vais pourquoi pas avoir une variable public count, comme ceci, qui par défaut sera 0. Et ensuite, je vais tout simplement avoir une méthode increment qui va nous permettre de savoir vraiment à chaque fois quelle est la valeur de compte qu'on a. Et tout ce qu'on fera, c'est $discount plus. Vous allez voir pourquoi est-ce que je déclare count et puis j'ai cette méthode increment tout à l'heure. Ok. Là, ce qu'on va faire, on revient dans notre app service provider. Notre singleton, on va l'importer. Tout est beau, donc singleton. Donc, comment moi je sais que c'est cette méthode singleton? Encore une fois, je suis venu dans la documentation et si on remonte un peu, voilà. The singleton methods bind a class or interface into the container that should only be resolved one time. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que le singleton est résolu, c'est le même objet ou instance qui sera retourné à chaque fois par le service container. Donc, autrement dit, dès que ceci est enregistré, c'est fini. À chaque fois, c'est le même objet qui sera renvoyé. Donc, nous, on avait dit quoi? Quand on va faire une requête vers singleton, on va venir dans computer controller, on va venir dans la méthode singleton. Donc, moi, je vais pourquoi pas faire singleton desktop, $singleton desktop. Et pour bien illustrer ceci, ce qu'on va faire, c'est, on va juste faire $singleton desktop increment. Et je vais faire ensuite dd $singleton. On va voir ce qu'il y a dans singleton desktop. Comme ça. Ok. On va lancer une première fois. Singleton. On lance. Count est à 1. Ok. Donc, à chaque fois que je relance des requêtes comme ça, count est toujours à 1. Cela peut sembler comme si le singleton desktop fonctionnait juste de la même façon qu'un scope desktop. Parce que de toutes les façons, si je tente de venir, par exemple, je fais, disons, de $ instance et que je fais resolve de singleton desktop class comme ça et que je tente d'accéder à mon instance puisque c'est singleton, donc c'est censé être la même instance. Et d'ailleurs même je pourrais faire singleton desktop égal à instance comme ça. Ceci devrait donner true et ceci devrait être les mêmes choses. Par exemple, si je relance, vous voyez que ça donne true et puis c'est la même instance.
Ce qui me choque un peu, c'est que la variable count, ça soit à 1. Donc, peu importe ce que je fais, peu importe la requête, ça reste 1. Alors que c'est singleton, c'est censé être la même instance et c'est censé à chaque fois incrémenter notre count ici à chaque fois qu'on fait la requête. En fait, c'est normal et justifié de se poser cette question. Et en fait, c'est dû au fait que les requêtes HTTP sont tout simplement stateless. Donc, on ne conserve pas l'état. Donc, à chaque fois qu'on fera une requête HTTP, tout sera reseté dans le scope des requêtes HTTP. Donc, à chaque fois qu'on va, les propriétés seront toujours resetées comme c'est dans le scope des requêtes HTTP. Par contre, si vous voulez maintenir vraiment l'état, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une base de données ou bien utiliser d'autres types de stockage de données, peut-être avec un cache ou quelque chose de ce genre. Mais si vous utilisez les singletons et que vous espérez conserver vos données via une seule instance singleton, si c'est via du HTTP, ça ne va pas marcher. Par contre, qu'en est-il des jobs? Par exemple, les requêtes qui vont se passer à l'intérieur de ce qui ne sera pas du HTTP. Qu'en est-il de ça? On va voir tout à l'heure. Je vais créer un job que je vais exécuter et puis on va voir est-ce que notre instance singleton, tout du moins dans le reste de notre application, quand on ne parle pas du HTTP, est-ce que c'est conservé? Du coup, je vais faire cd dependency, ok, et je vais faire php artisan make job. Pourquoi pas, on va l'appeler tout simplement test job, juste pour faire simple. Ensuite, je peux venir dans job ici, test job, et là, je vais pouvoir lancer du code, n'importe quel code que je souhaite, je vais pouvoir le lancer. Très bien. Donc, pourquoi pas, je vais faire un resolve de singleton desktop class. Ok. Je prends mon instance. Donc, singleton. Ensuite, je vais appeler increment. D'accord. Ensuite, après avoir appelé increment, je vais tout simplement loguer la valeur de count de mon singleton. Donc, singleton count, comme ceci. Puis ici, on va faire ça, import class, facade log. Ici, on va tout simplement faire log info pour dire que ça, c'est notre singleton. Comme ça. Parfait. À présent, ce que nous va faire, ce sera très simple. Je vais venir au niveau de compute controller. On va retirer ce increment juste pour s'assurer que c'est bien le increment de notre job qu'on est en train d'exécuter. Bon, enfin, je vais d'abord faire ceci. Ça, ce increment. Ensuite, j'affiche ça. Comme ça, on a les instances. Je vais garder ça. Et ensuite, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire ici test job dispatch. Comme ça. Test job dispatch. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va automatiquement lancer mon job et automatiquement va lancer la méthode handle de mon job. Et ici, je fais log de .info singleton. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse me loguer les différentes informations directement dans mon terminal. Directement dans le terminal, j'aimerais pouvoir voir cette information. Pour ce faire, il faut venir dans env et s'assurer que log channel est mis à stdr.
Donc, il faut venir dans Inf et s'assurer que log channel est mis à stdr. Et la dernière étape pour lancer les jobs, ben, il faut faire PHP artisan queueWork. Mais d'abord, moi, je vais m'assurer de faire un flush pour m'assurer qu'il n'y a pas de job en cours, faire un restart, s'assurer que tout est clean. Et ensuite, je vais faire PHP queueWork. Comme ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va faire une requête vers /singleton, on va appeler computer controller. On va avoir une instance de singleton et là, on est dans le scope d'une requête HTTP. On va appeler singleton desktop increments. On sait que peu importe ce qu'on fera, l'information du count sera toujours 1 ici. Mais qu'en est-il de l'information au niveau de singleton, au niveau du test job? Qu'en est-il de ça? Est-ce que lui aussi il va rester pareil ou bien lui il va garder son état? Voyons voir cela tout de suite. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, peu importe ce que je fais, ceci est resté à 1, ceci est resté à 1 et ceci est resté à true. Par contre, qu'est-ce qu'on voit là? On voit 1, on voit 2. Je vais reprendre encore. Je vais cliquer encore. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit 3. Donc, en gros, quand la requête se fait par HTTP ici, on dirait au fait que ça se comporte comme un script. Mais quand ça se passe à l'intérieur d'un job, par exemple, c'est-à-dire autre chose en dehors du HTTP, on peut vraiment se servir du singleton, du singleton véritablement, de la seule vraie instance dans notre application pour faire nos différentes opérations. Donc, comme vous pouvez le voir à l'intérieur d'un job, le singleton prend correctement ses valeurs, donc ça s'incrémente à chaque fois qu'on fait des requêtes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, à chaque fois qu'on fera, donc le singleton, c'est qu'une seule et même instance est utilisée tout au long de l'application et donc pour toutes les requêtes qui sont émises durant tout le cycle de vie de l'application. C'est la même instance. C'est vrai que via le HTTP, on ne s'en rend pas compte parce que les requêtes HTTP sont stateless, sans état. Mais pour tout ce qui ne sera pas du HTTP, vous allez pouvoir vous servir du singleton convenablement. Pourquoi pas on va faire la même chose avec le script? On va voir est-ce que pour le script, l'information de count va augmenter ou pas. Normalement pour le script, non, parce que le script reste vraiment rien que au niveau du HTTP, au niveau d'un scope au fait. Donc je vais venir ici dans singleton. Pourquoi pas je vais copier public count, venir là, coller, venir ici, prendre increment, copier, venir dans scope, coller. Ensuite, je vais venir dans mon test job. Je vais pourquoi pas, au lieu de singleton, je vais résolver mon scope desktop. Mon scope desktop, comme ceci. Port class. Là, je vais faire scoped. Et puis, je vais faire scoped. Et puis, je vais encore faire scoped. Et afficher le count de scoped. Et aussi, ce que je vais faire, c'est venir dans computer. Et ici, je vais également faire la même chose. Hop, hop. Je vais appeler celui-ci instance singleton. Et lui, je vais l'appeler hop. Je vais descendre ça comme ça. Resolve desktop. Non, scoped desktop.
OK? Pourquoi pas, je vais avoir mon sculpt desktop également. Sculpt desktop. OK? Puis, mon sculpt... ouais, c'est ça. Je vais prendre mon sculpt desktop. Et je vais l'incrémenter. Increment. Voilà. Et ensuite, je vais prendre, je vais supprimer ça, je vais prendre mon scope instance, je vais l'incrémenter. Je vais prendre instance sculpt. Je prends une nouvelle instance de mon sculpt desktop. Là, je vais prendre celui-ci, je le garde. C'est la même chose que lui. Puis ensuite, je vais faire... donc ça, c'est tout ce qui a trait avec le singleton. Donc, ça, c'est le singleton desktop qui est ici. C'est lui qu'on a d'abord incrémenté. Ensuite, on a retrouvé l'instance, donc la même instance du singleton, qui est les deux seront la même chose. Et ceci sera true, parce que c'est la même chose. Et puis ensuite, nous, on va afficher tout ce qui a trait avec scope desktop. Donc d'abord, on a incrémenté le scope desktop. Ensuite, on a pris une nouvelle... donc, on a résolu au fait notre scope desktop à nouveau. Et puis, on va tenter de voir est-ce que scope desktop et instance desktop... Est-ce que scope desktop et instance sculpt, donc les deux, est-ce qu'ils sont les mêmes? Donc, là, ça fait beaucoup de scope de instance, de quoi. Désolé, je vais faire ça. Ok, ensuite ça, que ce soit plus et bla et hop. Voilà, parfait. Donc là, on est dans du HTTP. Et puis là, on est dans un job. OK. Donc, tout d'abord, je vais m'assurer de... À chaque fois que je vais modifier vos jobs là, assurez-vous de flusher et puis de restart pour s'assurer que tout refonctionne à la perfection. Et ensuite, Queue Work. OK. Alors, on dit que quand on fait une requête vers singleton, on va appeler computer controller qui va appeler la méthode singleton. On va injecter les dépendances singleton desktop et puis scope desktop. On va injecter singleton desktop, faire increment, reprendre la même instance, faire la même chose avec scope desktop, increment, reprendre la même instance et tenter de voir ce qui se passe. OK. Comme vous pouvez le voir, le scope desktop aussi s'est comporté de la même manière que le singleton desktop. Par contre, si on vient ici, au début, singleton est à 1, scope est à 1. OK. On va relancer une deuxième fois. Le même état pour le HTTP. Dans un job, singleton est passé de 1 à 2, mais scope est resté à 1. Je vais reprendre la même chose une troisième fois. Comme vous pouvez le voir, singleton est passé à 3 et scope est resté à 1. Je vais essayer autant de fois que vous voulez là. Mais scope va toujours rester à 1 et singleton lui va pouvoir augmenter à chaque fois. Donc ça c'est la grosse différence entre singleton et puis scope. Que vous soyez en ce qui concerne au niveau du HTTP ou bien que vous soyez en dehors du HTTP. Donc ça c'est vraiment la grosse différence à se rappeler quand vous dealez avec un singleton ou avec un script en ce qui concerne ces injections de dépendance en Laravel. Excellent. Pourquoi pas on va parler des avantages et des inconvénients de tout ce qui a trait avec singleton, script et puis transient. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut être un avantage quand vous utilisez un transient? Donc, moi, je me dis vraiment quand vous avez des petites requêtes
et vous n'avez pas nécessairement beaucoup de charges ou bien beaucoup de requêtes à gérer, vous pouvez utiliser un transient si c'est vraiment assez ponctuel dans votre application. Si c'est assez ponctuel, une fois en passant ou deux max fois en passant, pas de problème. Parce que le transient, à chaque fois, vous demandez au service container de créer une nouvelle instance. Donc, il y aura très rapidement une montée en charge s'il y a trop de demandes de transient, c'est-à-dire lorsque vous faites directement du app bind, comme ça, là, clairement, c'est du transient que vous instanciez, en fait. Ça, c'est donc l'avantage, c'est que c'est assez, je dirais, c'est assez ponctuel. Vous pouvez vraiment traquer vos instances de façon séparée. Donc, chaque instance est dans son état. Si vous voulez utiliser, genre, pour chaque requête, différentes instances pour faire différentes opérations à différents niveaux, vous êtes bon pour un transient. Mais l'inconvénient, c'est que si vous avez trop d'instances, vous risquez de faire un burn-out de votre mémoire, quoi. Vous allez créer trop d'objets, puis vous risquez de ne pas savoir bien les gérer. Donc, il faut voir le pour et puis le contre. En ce qui concerne le scoped instance, comme on vient de le voir, c'est que à chaque requête, c'est la même instance qui est utilisée tout au long du cycle. C'est la même instance qui est utilisée tout au long du cycle. Il n'y aura pas une nouvelle instance qui sera créée tout au long du cycle de HTTP. Là, c'est la même requête. La même instance, excusez-moi. Alors, ça peut être intéressant vraiment quand vous voulez vraiment optimiser vos ressources. Vous ne voulez pas utiliser plein d'instances. Vous avez juste la même que vous utilisez pour toutes vos... pour chaque requête. Donc, c'est à chaque requête, vous avez une instance. Quand il y aura une nouvelle requête, ce sera une nouvelle instance. Quand il y aura une nouvelle requête, ce sera une nouvelle instance de votre scoped instance. Du coup, ce qui peut être un avantage dans ça, c'est, je dirais, l'optimisation de la mémoire. Vous ne créez pas de nouvelles instances à chaque petite demande. C'est-à-dire, si dans votre requête HTTP, vous faites appel à un autre service qui utilise un scoped instance, ce sera le même scoped instance qui sera utilisé, pas un autre. Ça, c'est pour l'optimisation. Par contre, ce qui peut être un inconvénient, c'est peut-être que dans ce cas, peut-être vous n'allez pas pouvoir gérer plusieurs objets de façon séparée pour faire différentes choses de façon séparée. Donc, ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Donc, il faut voir est-ce que c'est intéressant. Et aussi, si vous ne savez pas faire, puisque c'est la même instance, donc, l'instance est partagée, c'est shared, eh bien, vous risquez peut-être, si vous voulez gérer des choses de façon différente pour chaque instance, ça ne va pas marcher parce que c'est une seule et unique instance, en fait. J'espère que vous me comprenez. Et en ce qui concerne le singleton, lui, comme on vient de le voir, tout au long de l'application, c'est la seule et unique instance. Que vous soyez donc si vous êtes dans le HTTP, ça ne va pas se sentir parce que les requêtes HTTP sont stateless. Mais en ce qui concerne les jobs et autres choses, par exemple les événements et autres, dans la Ravel, ce sera toujours la même instance qui sera appelée. Donc, comme avantage, c'est si vous êtes sûr que vous voulez un endroit centralisé pour gérer votre état d'application dans tout le cycle de vie de votre application, c'est bon d'utiliser un singleton. Mais faites attention à ce qu'il n'y ait peut-être pas de conflits d'intérêts, peut-être entre différentes classes qui voudront utiliser la même information. Si chaque classe, prenons qu'il y a deux classes par exemple, qui font appel au même singleton, si la première classe met à jour le singleton, et bien, la deuxième classe doit s'assurer que c'est l'information mise à jour dont elle a besoin et non l'information précédente.
Ça peut être un conflit d'intérêt. Donc, il faut savoir bien gérer vos singleton instances. Donc, c'est un peu ça. Avantage, bien sûr, la performance. Une seule instance, pas besoin d'en créer des millions pour faire la même opération. Donc, c'est tout BF. Excellent. Tentons de voir comment est-ce qu'on sait que le binds, lui, il n'est pas partagé, il n'est pas shared en fait dans toute l'application. Donc, chaque instance est différente. Pour le scope, les choses sont partagées. Donc, l'instance est partagée tout au long de la requête et puis le singleton, c'est tout au long de l'application. Pour ce faire, vous pouvez venir ici et puis faire dd this app. Puis, vous allez tout comprendre. Hop, si je viens comme ça, vous allez voir que ici, dans le service container, on a les méthodes qui ont été résolues. Ça, c'est vraiment une fois qu'on fait resolve, par exemple. Nous, on n'aura pas encore de resolve, puisque là, on est vraiment au niveau de register. Du coup, rien n'a encore été résolu, comme par exemple ici à ce niveau-là. Mais on veut voir les bindings. On peut voir également que on a app computer singleton qui est une instance partagée. Ok, donc c'est partagé. Le scope aussi est partagé, shared. Par contre, le laptop n'est pas partagé, c'est un bind. Donc c'est ici par exemple que vous pouvez voir l'information. Donc tout ce qui sera bind sera shared false et puis les scopes ainsi que les singletons seront shared. Excellent. Maintenant, on va parler des injections conditionnelles. Bind if, scoped if et puis singleton if. Pour eux, rien de bien compliqué. Tout ce qu'on veut nous dire par là, on va venir dans la documentation Laravel. Si je tente de descendre, on va chercher pourquoi faire déjà bind if. Donc on dit ici qu'on peut utiliser bind if, la méthode bind if pour enregistrer un binding de conteneur si le binding n'a pas encore été réalisé pour un type donné. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore fait de app10, app bind, de transistor, ainsi de suite, vous pouvez utiliser bind if. C'est-à-dire, le bind if va s'assurer que vous n'avez pas encore fait de bind. Et donc, puisque vous ne l'avez pas encore fait, on peut faire ceci au fait. C'est-à-dire que si je viens dans App Service Provider, si je fais ça et je fais New Desktop, ce qui va prendre en considération avec le bind if ici, c'est que il va juste garder ça. Il va pas utiliser ceci. Il va juste garder ça. C'est-à-dire que il va juste garder l'instance de New Laptop en lieu de place de New Desktop. Je vais faire ici Resolve. Et puis, je vais faire Laptop Class. Voilà. Je vais juste faire DD comme ça. Là, on saura vraiment qu'est-ce qui a été résolu. Et puis, hop, c'est Laptop qui a été résolu. Très bien. Du coup, si je n'avais pas fait ça, par contre, et il va faire le bind if. C'est bien bind if comme ça. Non, c'est bind if comme ça. Du coup, il va plutôt me résolver un desktop. Voilà. J'ai plutôt un desktop au lieu d'un laptop. Donc, c'est un peu ça. C'est la même chose pour le scope et puis pour le singleton. Un scope if, singleton if, c'est le même principe. Si ça n'a pas encore été résolu, ou bien s'il n'y avait pas encore eu de définition au niveau du service container, alors on va prendre la nouvelle définition qu'on souhaite. Excellent. Maintenant, on va parler de l'injection contextuelle. Alors, l'injection contextuelle, c'est quand une classe spécifique a besoin d'une autre classe ou bien
d'une variable en particulier. Dans ce cas, on saura quelle instance on va fournir en fait. Donc, pour ce faire, ça va être très simple. Donc, voici l'écriture. On peut dire par exemple que this app, on va dire que lorsque notre classe computer a besoin de, par exemple, on peut dire une variable computer ou bien computers, ouais, bon, disons juste computer pour l'instant. On va lui fournir, là je vais faire fn, une instance de quoi? Disons pour l'instant, on va juste lui fournir une instance de laptop, et puis dernier laptop. On va lui fournir un dernier laptop. Ça, c'est un premier exemple. Là, je vais faire, c'est pas needs, c'est needs. On va faire import class, computer. Ah, ok, oui, on avait plutôt déclaré une ça. Donc, c'est plutôt computer controller. C'est ça, computer controller, c'est plutôt lui. Hop, et voilà. Donc là, lorsque on dit ici que lorsque computer controller a besoin de la classe, a besoin de computer, de la variable computer. Si je viens ici dans App Service Provider, lorsque computer controller a besoin de la variable computer, computer sera une instance de new laptop. Je vais venir ici et si je fais dd $computer, vous allez voir que ça va bel et bien m'afficher une instance de laptop. Donc là, je vais m'assurer de retirer le dd. Et puis, on va voir, hop, vous voyez ici, ça m'a bel et bien donné dernier laptop. Lorsque ma classe computer controller a besoin de computer, tu vas me retourner une instance de laptop. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez retourner aussi plusieurs instances. Donc, vous pouvez retourner par exemple new desktop comme ça. Il faut que vous fassiez comme ça parce que c'est un tableau. Et donc, computers, mes deux instances qui me sont générées. Parfait. Du coup, c'est comme ça. Donc là, on dit, lorsque notre computer controller a besoin de variable computers, on va juste lui donner nos deux instances, la desktop et puis laptop, comme ça, tranquillement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez utiliser le principe d'interface, par exemple, pour gérer ces choses également. Par exemple, là, au lieu de computer comme ça, on peut, pourquoi pas, créer une interface. OK. Computer, puisque nous, on a un desktop et puis on a un laptop. On va, pourquoi pas, créer une interface computer.php et on a PHP interface computer. OK. Et nous, comme on peut le voir, il y a ces trois méthodes là que on redéfinit généralement, donc dans desktop et puis dans laptop. Donc je vais venir ici, je vais coller ça et on va dire que on retourne une chaîne de caractères pour ça. Ici on retourne également une chaîne de caractères string et ici on retourne un tableau. OK. Donc on va dire que notre desktop
implement. Est-ce que c'est le bon namespace déjà? Donc, namespace app computers. Ok. Là, je vais implémenter implement computer. Alors, on va faire le typing. Donc, string, ça retourne un string, ça retourne un array. Je vais faire la même chose pour laptop également. Et aussi, il implémente computer. On va dire que c'est string, et puis array. Et voilà. Du coup, nos laptops et puis nos desktops, donc laptop et puis desktop implémentent les deux computers. Si je viens dans computer controller, au lieu de juste computers comme ça, je vais pouvoir faire un typing computer comme ceci, import class, et ça devrait être correct, je pense. Ouais. Ça devrait être correct. Voyons voir. Alors, ça c'est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que maintenant, on doit venir ici et dire que lorsqu'il a besoin de la classe computer. Et voilà. Vous allez voir maintenant, tout ira bien. Oups. Illegal offset type is inset or empty. Un instant là. On va faire desktop classe. Et desktop. Et voilà. Là, c'est comme ça on fait. Du coup, là j'ai mis 2 fois desktop, mais j'aurais pu mettre aussi laptop. Donc là, si je viens, hop, vous voyez que on a notre desktop et puis on a notre laptop et puis ça a su comment bien instancier le tout. Et puis les deux, c'est des computers. Les deux, c'est des computers qui implémentent la même interface tout simplement. Donc desktop et puis laptop qui implémentent la même interface computer. Alors, résolution des dépendances. Alors, dans tout le long du tutoriel, on a utilisé par exemple app pour retrouver notre instance. Resolve aussi. Mais vous pouvez toutefois utiliser app2.2.make, la façade, et puis aussi this app.me pour retrouver votre instance. Cette façon de faire, c'est lorsque vous êtes dans un service provider. Ne l'oubliez pas. En gros, vous pouvez faire ici this app.make et tout simplement faire laptop de classe. Ça va vous redonner l'instance en question. À l'occurrence pour nous, ce sera quoi? Prochain laptop. Hop, prochain laptop. Vous pouvez faire app.make et ça va fonctionner tout aussi pareil. N'oubliez pas d'apporter la façade app. Il y en a où la façade? Ouais, c'est ça. Illuminer support façade app. Ceci va faire la même chose, comme vous pouvez le voir. On a vu également que Resolve faisait la même chose, comme vous pouvez le voir. Et on a vu également que app simple, comme ça,
faisait la même chose, comme vous pouvez le voir encore. Ce sera tout pour cette longue vidéo. J'espère que maintenant l'injection de dépendance n'est plus un secret pour vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et on se dit à la prochaine pour un tutoriel encore plus excitant.